Antoine, bienvenue. Merci. Je vais pas cacher à nos auditeurs qu'on se connaît, hein, ça fait un moment qu'on passe nos travaille week-ends ensemble. ensemble. On passe des week-ends ensemble, c'est vrai. Écoute, en tout cas, merci à toi de venir donc sur ce podcast. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de parler entrepreneuriat, ça tu le sais. Tu connais bien le sujet. D'ordinaire, on a toujours un petit portrait que je fais écouter. Mais là, comme on se connaît bien, j'ai eu cœur à l'écrire. Ah, Donc tu me diras si j'ai dit des bêtises ou pas. Mais voilà, j'ai préparé un petit truc, donc je vais le lire. je vais pas chialer. Non, normalement non. Allez, Antoine, 40 ans, un entrepreneur boulimique de projet. En 2017, tu reprends l'entreprise familiale CFC Façade avec ta sœur, une boîte de 40 salariés, leader régional en isolation par l'extérieur. Mais tu ne t'arrêtes pas là, tu multiplies les défis, Black Sheep pour la location de vannes aménagées, Alpha Échafaudage pour le montage et la location de structures, la brûlerie du Mouton Noir pour ta passion du café, et quand tu ne montes pas d'entreprise, tu cours. Et oui, parce que tu cours, tu nages, tu pédales, triathlète aguerri, tu as plusieurs Ironman 73 à ton actif. J'avais un doute sur le fait que tu en aies fait un complet. Ton quotidien, gérer, décider, t'entraîner, performer. Comment tu fais? Et tu vas y répondre aujourd'hui. Comment construis-tu tous ces projets avec autant d'audace? J'espère aussi que tu vas nous y répondre. Et bien entendu, on parlera de tous ces enseignements que tu as pu en tirer au travers du sport et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on plonge dans ton esprit, celui d'un entrepreneur qui ne recule devant aucun défi. Alors très bien, c'est une belle image de ce que je suis effectivement aujourd'hui. Après l'entreprise CFC, 40 salariés. Alors quand on l'a repris avec Sophie, parce que je suis associé avec ma sœur sur CFC et sur bien d'autres choses, mais on n'avait pas 40 salariés, hein. On a commencé plus petit, hein. Et oui, ces dernières années, on a fait évoluer pas mal les différentes structures et notamment CFC, mais on va en reparler. Bah justement, c'est un peu l'idée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, alors avant CFC, quel a été ton parcours? Parce que c'est une entreprise familiale. Toi, tu as toujours été dans le bâtiment. Comment ça a démarré un petit peu tout ça? Bon, je vais remonter un peu loin parce que effectivement, moi, je suis né dans le bâtiment. J'ai été même fait pour faire du bâtiment, j'ai envie de te dire. Mais non, gamin au collège, comme beaucoup, 15-16 ans, à la fin du collège, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Mon père avait déjà donc monté cette entreprise CFC, donc lui était dessinateur de métier. Puis tu vois, dans les années 80, il a créé cette société. Donc voilà, moi j'ai grandi avec cette image de mon père en train de bosser. Et puis fin de collège, bon, je savais pas trop quoi faire. Lui avait bien sa petite idée en tête, parce que entrepreneur, hein, il arrivait à visualiser un petit peu moyen long terme. Et donc il avait quand même cette petite idée qu'un jour, j'aille travailler dans l'entreprise familiale. Bon, moi clairement à l'époque, 16 ans, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Porte ouverte, il m'emmène porte ouverte dans une école du bâtiment à Felletin, en Creuse, hein, les gens du bâtiment connaissent. Ouais, c'est très connu. Ouais. C'est très connu, et donc porte ouverte, il m'emmène là-bas, après le collège, donc la seconde, pourquoi pas? Moi, la seule chose que je voyais à l'époque, c'était les clubs de loisirs qu'il pouvait y avoir en interne, parce qu'il fallait que je parte en pension, forcément. D'accord. Je voyais un peu, je regardais un petit peu les clubs qu'il pouvait y avoir et qui pouvaient m'intéresser. À l'époque, je faisais du modélisme, ça m'a botté, il y avait un club de modélisme, j'ai dit: «Allez, banco». Donc ça t'a décidé. Tu te dis, tiens, il y a un club à côté. Voilà. Franchement, ça s'est fait comme ça. Donc du coup, je suis parti en Creuse à 16 ans, en pension, faire ma première seconde. C'était pas dur à ce moment-là, à 16 ans, de quitter un peu le giron familial, j'ai envie de dire, de partir Alors au début, non. À 16 ans, quand je suis parti, non. Par contre, je peux te garantir que j'ai passé quelques nuits en fin fond de la Creuse par -25 avec 1 mètre de neige dehors, je te crois. Crois-moi que tu déprimes. À 16 ans, tu déprimes, hein. Donc j'ai passé des moments difficiles. Mais bon, voilà, c'était 16 ans, t'es un gamin. Donc la pension, après, je me suis fait des super copains que j'ai toujours aujourd'hui. Je suis resté 2 ans en pension. Après, j'ai pris un appartement dans le centre-bourg de Felletin. Et j'y ai passé 5 ans, hein. J'ai fait toutes mes études dans le bâtiment là-bas. J'ai fait, je suis rentré en seconde, j'ai fait un bac STI génie civil, un BTS bâtiment là-bas. Donc je suis sorti, j'avais 21 ans. Bon, clairement, après, voilà, j'étais jeune étudiant, c'est bien marré, c'était super. L'avantage, si tu veux, c'est qu'il y avait 2 écoles du bâtiment à l'époque, véritablement. Une à Felletin, donc en Creuse, l'autre à Biarritz. Mon père a dit: on va plutôt
vu l'élève que j'étais, si tu veux, plutôt aller en Creuse Il avait et il a bien peut-être peur fait. que tu commences déjà le triathlon là-bas, quoi. Ouais, je sais pas, moi pas. En tout cas, je faisais du surf aussi à l'époque, peut-être sûr que j'aurais peut-être pas eu tous mes diplômes du premier coup comme je les ai eu à Felletin. Et du coup, donc tu passes tes diplômes dans le bâtiment, et tu reviens directement sur Angoulême travailler avec ton père ou comment ça se passe Alors un petit non, justement pas du tout. Je bac STI génie civil, donc BTS, je finis mes études. Là, à l'époque, si tu veux, c'était en 2005, hein. Donc dans le bâtiment, on cherchait beaucoup, les entreprises du bâtiment cherchaient beaucoup de techniciens comme moi, des aides conducteurs de travaux, si tu veux. Il y avait vraiment du travail à ce moment-là et donc on n'avait pas de problématique pour trouver du boulot. Donc j'ai envoyé quelques CV, enfin pas mal de CV, pas mal de boîtes qui m'intéressaient un peu partout dans la région Poitou-Charentes et j'ai eu que des retours positifs en fait, hein. Donc vraiment j'ai eu le choix et j'avais envoyé donc des CV ailleurs hors département et également ici en Charente et notamment toutes les grosses boîtes de l'époque, hein, qui sont toujours là pour certaines, mais l'entreprise Léonard en l'occurrence, qui est quand même C'est ce que j'allais dire, tu as atterri du coup chez Léonard Bâtiment, qui est aussi une belle entreprise familiale. ouais, ouais, complètement. Donc, bon, j'ai fait plusieurs entretiens, si tu veux. J'ai rencontré François Léonard. Bon, j'étais 21 ans, hein, donc jeune conducteur de travaux sans expérience. Bon, François m'a donné ma chance comme être conducteur de travaux. Donc, j'ai fait mes armes. Il m'a embauché. C'était mon premier employeur, l'entreprise Léonard. Où j'ai pu apprendre mon métier véritablement. T'es resté combien de temps chez Léonard Bâtiment? Je suis resté à peu près un peu moins de 7 ans, il me semble, de 2005 à 2012. Voilà. À l'époque, l'entreprise Léonard était un petit peu différente de ce qu'elle est aujourd'hui, mais enfin, j'avais un premier directeur des travaux qui était Michel Arrivé à l'époque, que je salue, qui est toujours. Et mon conducteur de travaux principal qui m'a beaucoup appris, qui est toujours là aujourd'hui, qui est devenu le directeur, donc c'est Nicolas Béchine, que je salue également parce que et lui fait partie de ma vie pour le coup, de ma vie professionnelle. Puis de toute façon, l'entreprise Léonard aujourd'hui, ça fait partie quand même de ma vie professionnelle, mais pas que, parce que voilà, c'est des gens que j'apprécie grandement. Donc Nicolas m'a pris sous son aile en quelque sorte, hein, donc j'étais tout jeune, hein, donc vraiment j'ai fait mes armes chez Léonard pendant 7 ans où j'ai appris mon métier de conducteur de travaux et la rénovation plus particulièrement. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu avais un peu cette vibes entrepreneuriale ou pas du tout? Pas du tout. Bon, pas du tout. À 21 ans, je ne cherchais qu'une chose, c'était vraiment apprendre mon métier. Après, j'ai appris les rouages un petit peu de ce qu'était le bâtiment, hein, donc je te parle de ça. Donc il y a 20 ans, on travaillait d'une certaine manière. J'ai appris mon métier d'une certaine manière. C'est un peu différent aujourd'hui, hein, les choses évoluent. J'ai appris à travailler avec des gens, véritablement, la parole, le fait de se taper dans la main, d'expliquer ce que l'on allait faire et puis de faire surtout ce qu'on avait dit. Ça, c'était une époque. Ouais, c'était un peu. Moi, je me rappelle, mon grand-père avait ce dicton-là, c'était la parole vole homme ou l'homme vaut rien. Ouais, complètement. Voilà, j'ai été éduqué et au sein de l'entreprise Léonard notamment, c'est vraiment quelque chose qui existe, hein, et toujours. Hein, et moi, j'ai appris vraiment mon métier comme ça. L'entrepreneuriat, je me posais pas la question à ce moment-là. Donc j'ai pas voulu, pour répondre à ta question initiale, et mon père aussi, on n'a pas voulu que je rentre directement dans l'entreprise familiale tout de suite. On a voulu, d'un commun accord, plutôt que j'aille faire mes armes ailleurs, que j'apprenne et que je vois un petit peu le monde tel qu'il était. Et puis peut-être, dans un second temps, intégrer l'entreprise. Mais c'était pas évident, hein, c'était pas du tout écrit en fait. Après Léonard Bâtiment, tu as intégré directement CFC? Alors du coup 2012, oui, 2010 déjà, on commençait à voir un petit peu, moi je travaillais forcément, l'entreprise Léonard, on faisait beaucoup de rénovations, donc beaucoup d'enduits également, donc je sous-traitais la prestation à CFC, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, on travaille main dans la main avec l'entreprise Léonard et l'entreprise CFC. Mais donc du coup j'étais en train de faire mes travaux de maçonnerie et puis je sous-traitais aussi beaucoup d'enduits, beaucoup de ravalements à l'entreprise CFC, donc quelque part j'avais déjà un pied dedans, tu vois, donc je voyais de l'extérieur ce que l'entreprise CFC était et était en train de allait devenir, et puis après mon père il a eu mon père a toujours eu cette intelligence, si tu veux, de ne pas nous forcer à quoi que ce soit, à un moment donné il a posé la question tout simplement. Et puis je te dirais que naturellement en fait c'est venu que c'était que ce serait bien et que j'étais la bonne personne aussi pour reprendre. Ouais, donc il y a vraiment eu un peu entre toi et ton père, il y a vraiment eu cette question de se dire est-ce que tu es capable et est-ce que tu as envie? Ouais. Il y avait pas juste dire t'es mon fils, viens dans l'entreprise, il y avait vraiment une réflexion sur le fait de le faire. Chez les Navarros ça se passe pas comme ça.
C'est-à-dire que chez les Navarro, il faut quand même que tu montres patte blanche. Il faut que tu montres un petit peu ce que tu as sous le pied avant que voilà. Donc il est vraiment, je pense qu'il voulait me tester, me voir un petit peu évoluer dans le monde dans le bâtiment, mais pas avec lui. Donc il voulait me voir un peu évoluer. Je pense que très rapidement, voilà, il a été conforté dans son idée. J'étais plutôt à l'aise dans ce que je faisais. Donc voilà, naturellement quoi. Ça s'est fait naturellement. Comment ça s'est passé un petit peu cette relation, j'ai envie de dire, familiale, avec ton père qui est à la fois, ton père, mais aussi en même temps, ton dirigeant et toi avec cette position de salarié, le lien hiérarchique, comment ça se passait un petit peu? Ça doit pas forcément être évident, enfin. Alors, pour nous, ça a été très simple. Franchement, j'ai pas eu de. Tu vois, il y a une formation, on parlera du CJD peut-être après, mais il y a une formation qui s'appelle Tuer le père. Je l'ai jamais faite. Je l'ai jamais faite parce qu'en fait, mon père très naturellement, en fait, il m'a laissé prendre mes aises, prendre ma place. Et tu vois, ça s'est fait extrêmement simplement. En fait, j'étais légitime. Le fait d'arriver dans l'entreprise CFC, j'étais légitime. Il m'avait testé. Il voyait bien ce que j'étais. Bon, j'étais là. Maintenant, il s'est plus positionné, si tu veux, comme quelqu'un qui allait transmettre. Assez rapidement, si tu veux, il a été dans la transmission avec moi, mais avec ma sœur aussi, hein, puisque les deux enfants étant dans l'entreprise, puisque Sophie était déjà là dans l'entreprise, donc la transmission tout naturellement allait se faire. Donc si tu veux, de ce point de vue-là, je pense que ça l'a soulagé. Il n'avait pas de pression, on s'entend très bien, on est très fusionnel chez les Navarro, donc on se dit les choses. On est espagnol, hein, donc je veux dire ça braille, hein, à la maison on se dit les choses, il n'y a pas de non-dit chez nous. Ouais, c'est plutôt franc, quoi. C'est très franc et donc en fait voilà, il n'y a pas de non-dit et tout s'est fait naturellement. Il a été soulagé, je pense, du fait de nous voir arriver avec ma sœur Sophie notamment, enfin mes sœurs, même Sophie, on est très fusionnel aussi, on s'entend très bien. Et Sophie, quand tu arrives en 2012, Sophie est déjà dans l'entreprise, elle fait quoi elle? Sophie, elle est rentrée beaucoup plus tôt que moi. Elle est rentrée quand elle avait 20 ans. Donc elle a dû rentrer, je te dirais, en 2000, début 2000, je ne sais plus exactement. Ça fait 25 ans qu'elle est dans l'entreprise. Et elle, Sophie, c'était différent. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait bâtiment, quoi. C'était pas évident. Elle s'est cherchée aussi un petit peu à 20 ans. Elle a fait de la fac, elle a fait des choses. Et puis finalement, l'entreprise avait un besoin aussi à ce moment-là. Parce que l'entreprise, il y avait ma mère, hein, qui était là également, qui était la femme du dirigeant, si tu veux. Donc toute la partie sociale administrative, et elle avait ce besoin. Elle avait un besoin parce que l'entreprise quand même pesait un petit peu, hein. À l'époque, il y avait une vingtaine de salariés quand même, je pense. Donc elle avait besoin, donc Sophie naturellement aussi est venue aider ma mère. Et puis ma foi ça a matché, donc elle est restée. Voilà. Donc Sophie était déjà là, voilà, quand je suis arrivé moi dans l'entreprise. Et tu passes donc 5 ans avant de décider, c'est toi qui décides, c'est ton père de reprendre l'entreprise? Comment ça se passe un petit peu cette reprise? Non, je te dirais que à partir du moment où j'ai mis les pieds en 2012, bon clairement on savait qu'on allait reprendre l'entreprise. Tu vois, on s'est même pas posé la question. Je te dis, le choix avait été fait. Je suis parti de chez Léonard. Quand je suis parti de chez Léonard, c'était pour reprendre l'entreprise CLC. C'était déjà déclaré. Ouais, moi dans mon esprit, j'allais quitter un métier qui me plaisait, une entreprise qui me plaisait, pour aller faire quelque chose d'autre. Mais voilà, je savais que clairement j'allais être obligé quelque part d'assumer en fait mon rôle de fils d'eux, quoi. Et qu'est-ce qui a décidé que du coup, parce que du coup Sophie est aussi partenaire avec toi, associée avec toi sur l'entreprise, comment ça s'est décidé? C'est un petit peu. C'était acté aussi, t'étais, voilà, tous les deux vous alliez C'est-à-dire reprendre. que Sophie était là. Bon, en fait, on a fait que reproduire, donc mes parents, mon père, ma mère, allaient partir en retraite. Sophie étant déjà là, moi j'arrive. Bon, les enfants, le fils et la fille vont reprendre tout naturellement ce que faisaient les parents. Donc on s'est pas vraiment posé la question. On savait que mes parents allaient partir en retraite. Donc Sophie avait l'âge qu'elle avait à l'époque, donc de toute façon elle allait rester. Et donc voilà. Elle et moi, on a décidé de reprendre l'entreprise, quoi. Voilà, avec l'adoubement de nos parents, tu vois. Donc on s'est même pas posé la question, voilà, c'était naturel. Comment ça se passe un peu cette association avec ta sœur aujourd'hui? Du coup, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est une association, chacun a ses compétences, chacun a son domaine d'activité, ou est-ce que, voilà, comment tu peux nous décrire un petit peu ça? Alors, c'est une chance, sincèrement. L'entreprise CFC se porte très bien aujourd'hui et c'est surtout parce que Sophie et moi, on s'entend très bien et on est très complémentaires dans notre façon de travailler. On ne fait pas du tout la même chose au sein de l'entreprise. Moi, je suis bâtiment, je suis technicien de base, donc si tu veux, la partie technique, c'est moi. Après, je suis bon commercial aussi, donc du coup, j'ai pris ça aussi.
Heu, mais Sophie, elle a d'autres compétences. C'est-à-dire qu'elle a vraiment, cette partie, elle depuis le départ, si tu veux, avec ma mère, toute cette partie gestion administrative, sociale, elle le vit, c'est son entreprise, si tu veux. Donc tout ce qui doit sortir, elle est au courant. On en discute, on fait les choses ensemble sur la gestion, globale. Mais si tu veux, tout ce qui est vraiment partie technique et travaux, c'est moi. Et tout ce qui est plutôt partie, formation, gestion, interne d'une entreprise en Les France. ressources humaines, administratives. Alors voilà, cette gestion-là, si tu veux, c'est Sophie. Donc on s'entend très bien, on est très complémentaires de ce point de vue-là. Et puis autre chose, donc aujourd'hui on a la relation qu'on a, d'accord? Mais quand je suis rentré donc en 2012, c'était une autre époque, hein, clairement on était, tu te rends compte, c'était il y a presque 15 ans, quand on a commencé à travailler ensemble véritablement. Et on a vécu beaucoup de choses avec Sophie, ces 10 dernières années. Si tu veux, on a eu des hauts, des bas. Les bas, je peux te garantir que j'aurais été seul ou elle aurait été seule, clairement, je serais peut-être pas là aujourd'hui pour, Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui, on a tous, enfin, en France, on a vécu quand même des choses assez fortes, hein. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la pandémie du Covid, il y a eu, voilà, il y a la morosité un peu ambiante aussi, les facteurs économiques actuels. Ce que tu veux dire, c'est que le fait d'être associé avec ta sœur, ça t'a aidé à surmonter tout ça? Ouais, on s'est aidé l'un l'autre. On s'est aidé l'un l'autre. Je te reparle de l'année 2017-2018, si tu veux. C'était une année. Donc j'avais déjà là pour le coup, j'avais pris je savais où je voulais emmener l'entreprise. Tu vois, j'avais écrit pendant des années un business model sur ce que j'envisageais pour la suite. Donc j'avais pris commercialement, j'étais bon. Donc j'avais été chercher des nouveaux marchés ailleurs, hors département. Enfin, j'étais partout. Et ça marchait. Donc j'avais rentré beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de salariés. On avait quasi 50 gars à cette époque-là. Sauf que dans une époque où c'était compliqué véritablement de trouver du personnel, tu vois, ce que les entreprises ont vécu là ces derniers temps, où on a cette problématique de personnel dans le bâtiment, nous, de par notre métier, façadier ITiste, qui est un métier qui n'existe pas et très spécifique, nous on l'a vécu en 2015, vraiment. D'accord. Donc avant. Et là, pour autant, j'avais du boulot par-dessus les oreilles. Et j'avais quand même écrit des choses et je voulais développer l'entreprise CFC. Et j'ai monté une agence à Rochefort, en Charente-Maritime. Oui, pareil, une fois, je me souviens de cette histoire et d'ailleurs, ça a été une histoire compliquée pour toi. Ah, ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais tout écrit, tout analysé. Tu sais, je suis très analytique comme garçon, donc j'avais tout défini. Heu, Sauf que j'avais quand même oublié une petite chose, une variable, mais c'était la problématique du personnel. Parce que, très rapidement, j'ai trouvé un chargé d'affaires, je me suis implanté, le travail, je l'ai trouvé très, très vite, on a rempli le carnet de commandes, sauf qu'on n'a jamais trouvé qui que ce soit sur place pour réaliser correctement les travaux, quoi. Donc tout ce qu'on a rentré, il a fallu le refaire 3 fois, les gars, c'était Et puis à la compliqué. fin, tu as fini par bosser, je crois de mémoire, avec l'entreprise d'Angoulême sur les chantiers que tu avais là-bas. On n'avait pas le choix. Après, il a fallu aller finir, mais si tu veux, ça a pris. J'ai monté l'agence en 2017. Je l'ai fermé très rapidement. En fait, très rapidement, je me suis rendu compte qu'on allait dans le mur. Donc, sauf que l'inertie du truc fait que du coup, ça nous a occupé, si tu veux, pendant un an et demi. Et on a perdu beaucoup. Alors, je te parle on avait monté l'agence et en plus de ça, j'avais des gros marchés en Charente-Maritime. Enfin, on était partout et personne pour le réaliser. Et le peu qu'on réalisait, il a fallu le refaire. Enfin, ça nous a coûté une fortune avec Sophie. Et puis donc là, cette période-là, c'était très très difficile pour nous parce qu'on voyait l'entreprise qu'on venait de reprendre. Mon père était parti à la retraite en 2016. On venait de reprendre cette entreprise-là et carrément, on se voyait aller dans le mur, tu vois. Ouais. Et ça, là, pour le coup, c'était très difficile pour Sophie et pour moi. Et puis ça doit être quand même j'ai envie de dire, psychologiquement, ça doit être compliqué de se dire, je viens de reprendre l'entreprise de mon père et de ma mère et peut-être c'est moi qui vais la couler. Ouais, complètement. Ah ouais, on a eu ce truc-là, on l'a vu arriver vraiment. Et là, pour le coup, bon, on s'est retroussé les manches, on a fait face. Mais on était deux, avec Sophie vraiment. Mais ça a été une période très très difficile pour nous deux. Mais on l'a survécu, ça a pris 2 ans, hein, vraiment 2 ans où on a été dans le dur tous les jours. Je peux te garantir que Sophie, elle a perdu 10 kilos. Moi, j'étais un zombie. Vraiment, c'était une catastrophe cette période-là. C'est les pires années de ma vie, hein, je peux le dire vraiment. Mais pour autant, aujourd'hui, je suis très content de les avoir vécues parce que j'ai pris 10 ans. 10 ans d'expérience en 2 ans. Du coup, justement, c'est intéressant ce que tu dis. Comment vous avez réussi à surmonter ça, du coup? Donc tu ouvres une agence là-bas, tu vois que ça va droit dans le mur, tu fermes, tu maintiens tes chantiers. Comment vous arrivez à gérer un peu, à la fois cette perte de liquidité, parce que forcément, tu as fait des investissements pour ouvrir cette agence. Ces investissements, donc, ils partent, mais tu n'arrives pas à les rentabiliser. Derrière, tu perds de l'argent sur les chantiers, puisque naturellement, tu as du déplacement de tes gars. Comment vous
vous arrivez à remonter cette pente d'un point de vue vraiment stratégique, j'ai envie de dire? Comment vous faites? Bref, donc d'abord tu te reposes sur quelqu'un qui peut comprendre, ton associé par exemple, donc en l'occurrence ma sœur, et ma sœur sur moi. Donc là on se conforte un petit peu, quand il y en a un qui était en bas, l'autre remotivé, donc on s'est remotivé de cette façon-là. Puis après c'est le travail, hein. Il n'y a pas à chier, hein. C'est-à-dire que de là on se retrousse les manches et on commence à réfléchir et on essaie de trouver des solutions. Voilà, la situation est celle-ci. Et j'ai cette problématique, comment je vais essayer de la gérer? J'essaye ci, j'essaye ça, voilà, c'est vraiment un travail et c'est là que je te dis que, tu gagnes énormément en expérience. Parce que là, tu rencontres forcément des gens dans un contexte qui est difficile. Mes partenaires financiers, par exemple, il a fallu, leur expliquer la situation, ils l'ont bien constaté et j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des gens qui étaient investis, qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés. Quand tu dis ça, c'est que du coup, tu as utilisé des leviers bancaires peut-être pour refaire de la trésorerie, tout ça, ouais. Bah, on n'avait pas le choix, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vois ta trésor qui fond, et puis qui même, tu n'en as plus. Donc à un moment donné, il faut bien trouver des solutions parce que tu as 50 gars à faire vivre, quoi, hein. Est-ce que tu as dû passer aussi peut-être, ça peut intervenir dans ces moments-là quand il faut faire un redressement? Est-ce que tu es passé par des licenciements, des choses comme ça? Non, 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 non. Après, la période était qu'on avait tellement de travail et puis c'était hors département, donc c'était beaucoup d'intérimaires. D'accord. Donc, mais du coup, voilà, l'intérim, ça coûte cher. Et en plus, on n'avait pas les compétences. Donc, voilà, très rapidement, on s'est arrêté avec ces intérimaires. Et puis, on a fait travailler notre noyau dur, nos gars, ceux qu'on connaissait véritablement, ceux qu'on pouvait gérer, tu vois. Et puis, par contre, voilà, l'erreur que j'ai pu faire quand j'ai monté l'agence de Rochefort, tu vois, c'était, on en parlait tout à l'heure, c'est que, tu vois, tous les matins, je suis à l'embauche, moi. Et à Rochefort, en l'occurrence, je ne l'étais pas. Je ne l'étais pas. Et si c'était à refaire, tu vois, aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que je louerais un appartement juste à côté de l'agence que j'ai montée et j'y serais tous les matins. Et peut-être que les choses auraient été différentes. Ouais, mais est-ce que justement, si tu y étais tous les matins à Rochefort, tu aurais pas été tous les matins à Angoulême? On est bien d'accord. On est bien d'accord, donc Donc est-ce que finalement, ça aurait pas non plus été un problème sur Angoulême? j'ai laissé tomber le fait de vouloir l'expansion à tout prix. J'ai préféré me reconcentrer sur l'entreprise à Angoulême, telle qu'elle était constituée, la PME familiale que nous sommes. Je me suis reconcentré là-dessus et puis ma foi, voilà, je suis arrivé à un point. Aujourd'hui, voilà, j'ai eu ces expériences diverses et l'entreprise CFC, je sais la capacité qu'elle a, je sais où on en est aujourd'hui, je sais ce que j'ai essayé de faire. Donc j'ai une bonne vision de ce qu'elle est, et de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Donc clairement, aujourd'hui, moi, l'entreprise CFC, elle marche très bien aujourd'hui et je suis convaincu, elle est au maximum de ses capacités dans l'état, tu vois. Je pourrais pas aller plus loin, c'est pas possible, ça ne marchera pas, j'ai essayé. Et avec la meilleure volonté du monde et en changeant des choses ou quoi que ce soit, non, ça marchera pas. Parce que on est, c'est une entreprise qui a presque 40 ans. Donc si tu veux, il y a 40 ans d'existence, il y a 40 ans d'historique. J'ai des gens dans l'entreprise qui sont là depuis très longtemps aussi. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise dans le secteur pourrait pas évoluer plus. Et finalement, le seul moyen, mais tu l'as testé et peut-être un peu échaudé, c'est d'aller chercher des secteurs annexes ailleurs, voilà, d'externaliser. Mais c'est très compliqué, trop compliqué. Disons qu'après, il faudrait véritablement que je sois là-bas, que je me dédouble pour que tout, pour être présent, parce que l'âme d'une entreprise, c'est quand même son dirigeant, tu vois, à un moment donné. Donc, je suis pas une multinationale et je suis pas un groupe et voilà, c'est une PME, encore une fois, familiale et familiale, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est-à-dire Bien que sûr. le dirigeant, il est là, il s'occupe aussi de ses gars quand ils ont des problèmes. Ma sœur aussi est là pour ça. Donc voilà, ils sont attachés à ça et c'est ce qui fait que le matin, écoute, l'embauche est assez fluide. Quand il y a un problème, ils m'en parlent, je vais le régler et qu'à 8h, tout le monde est parti, les problèmes sont réglés et on pense qu'il y a une chose, c'est travailler. Voilà. Je vais rester un petit peu toujours sur CFC parce que j'ai une question qui, c'est à la fois un peu, j'avoue, de la curiosité personnelle, parce que je me dis si je devais le vivre, comment on gère ça? Et en même temps, je pense que c'est une question intéressante parce que c'est pas souvent qu'on voit ça. Des rachats d'entreprise, ça arrive. Comment ça se passe quand on rachète l'entreprise à sa propre famille? Comment ça se passe un peu cette négociation financière, ce côté? Parce que quand on achète une entreprise à quelqu'un, bon, je l'ai vécu encore récemment, tu négocies avec la personne, forcément il en veut un certain prix, toi tu en veux forcément le moins cher possible parce que ça joue sur ta rentabilité future. Et quand c'est deux personnes, j'ai envie de dire X, bien la négociation elle se fait, mais c'est pas vraiment gênant. On retrouve pas forcément ça le week-end sur un dîner à table. Comment ça se passe quand on doit justement négocier un rachat en famille?
Bah, tu négocies pas. C'est-à-dire que, bon, si tu t'entends bien avec ta famille, ce qui est notre cas, bon, ton père, il a aucun intérêt à te truander Bien sûr. dès le départ et toi, bon, à un moment donné, voilà, le but, c'est de reprendre une entreprise. Au-delà, le financier finalement il devient un peu secondaire. Enfin en tout cas dans notre cas ça a été comme ça. Après, moi on a des experts comptables, hein, avec qui on travaille, donc de toute façon la valorisation de l'entreprise on l'a. On a des chiffres, les choses sont factuelles. Donc, à partir du moment où une valorisation est faite, et puis dans tous les cas, il y a un acheteur, il y a un acquéreur effectivement, il y a un acheteur et un vendeur. Mais, voilà, il y a une valorisation, il y a ce que l'entreprise est en capacité de s'autofinancer, puisque quand même, quand tu rachètes Deloitte, c'est l'entreprise qui s'autofinance. Heu et de là, voilà, nous ça a été une valorisation, un prix. J'ai pas discuté, j'ai pas négocié. Mon père n'a pas essayé d'aller plus haut, plus loin. Voilà, les choses Oui, ce que tu veux dire, c'est que ça s'est fait naturellement. ça s'est fait naturellement encore une fois, parce que voilà, les choses sont saines. Enfin dans notre famille en tout cas, on s'entend bien. L'entreprise elle est ce qu'elle est, voilà donc les choses ont été assez fluides de ce point de vue-là. Maintenant, voilà, c'est peut-être pas, dans tous les cas, la même chose, mais en tout cas pour nous ça a été, très simple, valorisation, coût et la définition du prix. Comme tu me l'as dit, j'ai donc CFC Façade, c'est quand même une entreprise, 40 ans. Ouais, bientôt. CFC, 87. CFC, je suis obligé de poser la question, CFC. Oui. Pourquoi? Enfin, je veux dire, CFC Façade, Navarro, c'est un N? Donc Non, non, ouais, le problème c'est que tu as une demi-heure? Non mais, CFC ça veut dire crépi, façade et construction. OK, d'accord. Pour la petite histoire, je vais essayer de te la faire rapide, mais mon père dessinateur, arrive donc, début des années 80 si tu veux, tous les permis de construire ici, des maisons, il a commencé si tu veux, à travailler avec un personnage que tu connais, c'est, Didier, Pichot. D'accord. Et les frères Pichot, véritablement, ils ont travaillé ensemble, initialement. Mon père faisait les permis et les dessins pour les maisons que Didier, vendait, tu vois? Initialement avant la création de notre maison. Et donc si tu veux, ils ont commencé à travailler, bah, imagine-toi, nous quand on s'est connus, à 25 ans, si tu veux, ils ont commencé à travailler ensemble comme ça, puis voilà, ils ont fait chacun leur petit bonhomme de chemin. Mais, mon père dessinait, donc était maître d'œuvre. Lui aussi a fait des maisons, fut un temps. Et donc à un moment donné, si tu veux, mon père, il avait quand même cette âme d'entrepreneur et il voulait créer quelque chose. Et il faut imaginer que dans les années 80, les enduits, si tu veux, c'était quelque chose qui appartenait au monde de la maçonnerie. Donc on faisait les enduits de façon traditionnelle avec la bétonnière et on balançait de Et l'enduit à la sur le mur. taloche, ouais. Et donc les années 80, c'est l'apparition des premières machines à projeter. Et mon père en a vu une un jour et puis s'est dit: «Bah, tiens, ça c'est quand même intéressant parce que ça avance quoi, ça produit, ça fait quelque chose d'intéressant». Et il s'est dit: «Bah, voilà, moi j'ai envie de produire quelque chose. J'ai pas envie que de dessiner, de passer à un autre dossier», donc il avait envie de monter une entreprise véritablement. Et donc bah, il a connu donc avec, son cabinet de maîtrise d'œuvre, il avait un plaquiste avec qui il travaillait à l'époque, un plaquiste qui, voilà, c'était compliqué, il avait du personnel aussi, c'était un peu folklore. Et à un moment donné, mon père a dit, lui a proposé, il a dit: «Bah, écoute, si j'achète une machine à projeter, est-ce que tu viens, faire les enduits pour moi?» Et ça s'est créé, de cette manière-là, si tu veux. Et donc ils ont commencé à faire mon père a arrêté le dessin et ils ont commencé à faire les enduits sur les maisons que Didier Pichot vendait, Et ton père faisait l'enduit aussi? Ah non, mon père a jamais touché une machine, de sa vie, non, c'est vraiment le plaquiste qu'il avait embauché, qui avait 2 équipes à l'époque et qui a commencé à faire les enduits, la production véritablement. Et mon père était commercial, si tu veux, et voilà, il commençait à aller chercher des marchés à droite, à gauche. L'apport d'affaires. Et ça a démarré comme ça. Et donc, il a créé donc CFC, parce qu'à un moment donné, une maison, 2 maisons, 10 maisons, enfin voilà, donc il fallait bien créer une société pour chapeauter tout ça. Donc CFC est né, et donc mon père, pour ne pas se fermer la porte à son métier premier, et à la maîtrise d'œuvre en règle générale, crépi façade, parce que voilà, et construction, pour se laisser la porte ouverte à potentiellement revenir sur de la construction basique, quoi, voilà, mais sur l'ensemble. Donc c'est né, enfin il a créé ce nom pour ça, et puis CFC Façade est resté. Voilà. Génial. Alors Antoine, systématiquement, on a toujours un petit jeu, nous, pour nos auditeurs. Ça permet toujours de connaître un petit peu. Je pense que tu vas connaître le principe, c'est le principe du portrait chinois. Oui. Tu connais? Oui. Très simple. Je pose une question et tu dois répondre du tac au tac. Ok? Je suis pas très bon là-dedans, moi, mais vas-y. Alors, on y va. Donc, je te donne le début de la phrase, la question, et tu termines direct. Si tu étais un sport, Oh, j'ai envie de te dire, le triathlon. si tu étais un entrepreneur célèbre, C'est difficile. Il y en a plein qui sont intéressants.
Alors je vais être répondre tout bêtement parce que je l'ai vu il y a pas très longtemps, c'était, mais Tapi, en France, Tapi c'est le stéréotype de l'entrepreneur. Ah, c'est marrant ça parce que Bernard Tapie, je suis d'accord avec toi, c'est le stéréotype de l'entrepreneur, mais il est autant aimé que décrié. Ouais, beh, oui, mais bon après, c'est le personnage qui est comme ça aussi. Mais, quand même quand tu creuses un peu, il a cette âme d'entrepreneur véritablement. En fait, il a compris, certaines choses, hein, tout jeune qu'il était parce qu'il est parti de rien quand même, hein, faut pas lui enlever et parti de rien et avoir juste une vision. Cette vision-là qui est, de l'entrepreneur qui à la base se dit: «Tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser» et puis après essayer de comprendre comment les choses fonctionnent et comment il peut les retourner à sa situation. Là-dessus, il était bon. Voilà, il était bon et pour autant, il a commencé, voilà, très jeune en fait, hein, finalement. On connaît le tapis d'après, mais il y avait le tapis d'avant et ça, c'était intéressant. Donc je te dis ça, voilà. Sur l'anecdote pour Bernard Tapie, j'ai découvert récemment que c'est lui qui avait créé les pédales Look pour le vélo. Oui, bien Donc, sûr, ouais. c'est Ouais, mais voilà, par exemple, tu vois, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Alors, voilà. Une citation qui te guide. Alors j'aime bien celle de alors c'est Socrate qui écrivait, ça. «Ce que je sais, c'est que je ne sais rien». Ça j'aime bien parce que c'est assez vrai et tout au long de notre vie d'individu, d'entrepreneur, c'est quelque chose qui est assez vrai. Ouais, on continue d'apprendre tout le temps. On continue d'apprendre, encore faut-il en avoir envie, mais oui, on apprend tout le temps. Donc celle-ci est intéressante, je trouve. Un pays où tu aimerais vivre. C'est tout l'inverse de ma femme, mais moi je suis plutôt, hémisphère nord. Donc j'aime beaucoup la Norvège. La Norvège me plairait bien, ouais. La D'accord, Norvège me plairait bien. intéressant. Un objet indispensable à ton quotidien. Je te dirais, indispensable à mon quotidien, ce sont une paire de baskets. Une paire de baskets? Paire de baskets. Oui. Si j'ai pas une paire de baskets, je me sens pas bien. Celle-là, je l'ai mise pour toi. Une course mythique que tu rêves de faire. Là, j'aimerais me remettre sur le trail, donc l'UTMB, je te dirais. UTMB. Ouais. Merci à toi pour ce portrait chinois, Antoine. On revient un petit peu donc sur cet esprit d'entrepreneur dont on parle parce que aujourd'hui donc tu es chef d'entreprise avec CFC Façade, mais pas que. On l'a dit tout à l'heure quand on a fait ta présentation. Aujourd'hui, tu es quand même chef d'entreprise de 4 entreprises au total. Donc CFC Façade, Alpha Échafaudage, Black Sheep et la brûlerie du Mouton Noir. Euh, Qu'est-ce qui t'anime à chaque fois? Tu peux nous dire un peu comment on en vient à être un peu un serial entrepreneur? Et ben, enfin, ce que j'aime, en fait, ce que je me suis rendu compte avec le temps, parce que j'ai commencé à travailler il y a 20 ans. Donc j'ai eu le parcours que j'ai eu, on a discuté. À un moment donné, effectivement, moi je suis quelqu'un, je m'ennuie assez vite. Et en fait, j'aime bien, voilà, je suis un peu. Je suis curieux, je suis assez curieux, j'aime bien quand j'ai une idée, quand j'ai quelque chose qui me plaît, j'aime bien quand même creuser, voir un petit peu ce que, ce que c'est et comment on peut faire évoluer, ça. Donc voilà, petit à petit, j'observe tout simplement. On parlait de Tapi tout à l'heure qui a eu cette curiosité de savoir voilà, comment fonctionnait la reprise d'une entreprise et comment il fallait faire, les rouages, ce genre de choses. Et moi, voilà, tout simplement, j'ai commencé, j'aime bien observer. Après, j'ai été mis en situation avec des gens, on parlait du CJD aussi, où j'étais en contact avec des dirigeants d'entreprises de plein de métiers différents. Et beaucoup sont très intéressants. Et en plus, quand tu discutes avec eux, voilà, on a tous cette passion qui nous anime de ce que l'on peut produire, de ce que l'on peut faire. Donc voilà, en discutant avec les gens, voilà, tu creuses un petit peu certains sujets. Et puis donc l'observation fait que voilà, moi ça part souvent. Par un rêve en fait. J'observe un truc, ça aiguise ma curiosité, je creuse un petit peu et puis voilà, en dormant, en me posant, en réfléchissant, en courant. Souvent j'ai souvent en courant des réponses qui viennent, mais j'aime bien partir d'une idée et d'essayer de la creuser. Et j'ai appris au CJD à faire des business plans, à faire ce genre de choses, définir des zones de chalandise. Enfin voilà, vraiment ce que doit faire un entrepreneur avant de se lancer véritablement. Donc tout ça, je l'ai appris. Donc je le mets en application. Et donc ça part souvent donc d'un rêve, où je rêve un petit peu d'un truc, je sais voilà, ou ce que j'aimerais en faire du moins.
et après, bah, je commence à travailler. C'est-à-dire que je commence à le mettre sur papier. J'aime bien partir d'une feuille blanche, tu vois? Et arriver, Tu disais tout à l'heure, tu vas analyser chaque chose, regarder on si va c'est viable, quoi. on fait son boulot, c'est-à-dire qu'on travaille véritablement le sujet. On part pas la fleur au fusil en disant: «Oui, oui, j'ai l'idée super, ça va cartonner». Non, je l'ai fait, ça marche pas. Il faut quand même creuser un minimum et travailler un minimum. Donc il y a des étapes obligatoires, qui font que voilà, tu arrives à une idée et puis, bah, au moment où, bah, ça y est, tu as défini un petit peu comment ça doit se passer et puis tu as une décision à prendre. À dire: «Bah, voilà, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas?» Et moi, je pars toujours de cette manière-là. Donc des business plans, je peux te dire que j'en ai, hein. Comme mon ordinateur, si tu veux, j'en ai plein. J'en ai plein et je me suis calmé un peu avec le temps parce que bon, à mon défaut, faut avoir le temps quand même. Mais fut un temps, voilà, j'en faisais régulièrement et donc je procède de cette manière-là. Feuille blanche, définition du projet, l'étude des zones, de ce qu'il est possible de faire. Est-ce que ça peut marcher véritablement, hein, parce qu'à un moment donné, il y a quand même il y a une réalité économique. Donc définition de tout ça, puis à un moment donné, effectivement, tu te retrouves en bas de la page, et puis tu te dis, ben ouais, ça peut marcher, j'y crois à mort. Et Ou alors, comment tu fais alors aujourd'hui justement, tu me dis, tout à l'heure tu l'as dit, on n'a qu'une journée machin tout ça. Comment tu fais pour t'organiser sur 4 structures? Enfin c'est quand même, on a tous 24 heures donc ouais, mais donc alors pour ma part, c'est le management. Après, c'est pareil, hein, c'est que ça, c'est des choses que j'ai apprises avec le temps. Aujourd'hui, entre toutes les structures, je dois avoir une cinquantaine de collaborateurs. Et donc, si tu veux, c'est moi qui les ai quasi tous recrutés véritablement, partout. Donc, c'est des gens que j'ai recrutés parce qu'ils avaient des compétences, parce qu'ils avaient des qualités, parce qu'ils avaient des choses dans lesquelles auxquelles je croyais et dans lesquelles j'avais besoin. Parce que donc, pareil, des choses que j'ai apprises avec le temps, c'est que une personne ne peut pas tout faire, ça ne marche pas. Et donc, il faut s'en c'est souvent l'erreur d'ailleurs de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de se dire, «Bah, finalement je vais tout gérer, je délègue pas parce que c'est moi qui vais faire» et c'est impossible. Et c'est impossible et puis en plus, ça marche pas. Parce que tu as beau être le meilleur du monde, à un moment donné, tu n'as pas les compétences dans tous les domaines. C'est comme ça, moi je sais que j'ai des points forts, mais par contre je sais que j'ai des points faibles aussi. Et maintenant quand je rencontre des gens et c'est pareil, j'ai fait des formations dans lesquelles j'ai appris beaucoup de choses, mais il y a des gens bien plus compétents que toi dans certains domaines. Donc par contre l'association des 2, des compétences de l'un avec l'autre et plus les tiennes, oui, ça marche, ça cartonne. Donc moi maintenant je travaille de cette manière-là, et donc et je m'arrête même enfin je suis assez extrême dans cette façon de faire, c'est que je ne m'attache que c'est la stratégie des points forts. Je ne m'attache qu'aux points forts. Les gens ont des points faibles, tous, tout le monde, moi le premier, mais je fais abstraction de ça. Je ne me concentre que sur ce qu'il y a de positif et ce que j'ai besoin et donc ce qui va nous emmener plus loin. Et donc vraiment cette stratégie des points forts, ma foi, depuis que je réfléchis, que je travaille de cette manière-là, bah, ça me réussit pas trop mal. Et donc je m'attache à des choses, des points positifs, donc je vais déléguer cette partie-là, cette partie cette compétence que je n'ai pas et dans laquelle je ne suis pas forcément très doué, mais par contre lui ou elle, je sais qu'elle va être très douée dans ce sujet-là, ben, je m'attache qu'à ça. Et donc je vais essayer moi maintenant aujourd'hui je me positionne plus en tant voilà, qu'actif, mais plutôt en tant que gestionnaire de l'ensemble. C'est-à-dire que je ne fais que mettre en relation des compétences les unes avec les autres, et donc je vais déléguer à ces personnes-là ce que je n'ai pas le temps de faire et dans quoi je ne suis pas bon. Et donc c'est comme ça, je pense. C'est comme ça que tu arrives à organiser. Alors tu parles des 4 boîtes, mais ne serait-ce que chez CFC, si tu veux, aujourd'hui, une société, quand tu as que des gens compétents qui te font confiance et à qui tu laisses libre accès à tout, sur le principe, et que toi tu te positionnes uniquement en tant qu'observateur et donneur de conseils, éventuellement. Voilà, à un moment donné, s'il y a des choses tu penses que ça serait mieux de faire ci, c'est mieux de faire ça, oui, ça tu peux te le permettre, mais par contre, voilà le projet, globalement, voilà mon projet, notre projet. Je pense que toi, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux me l'emmener là, parce que tu es doué dans ce truc-là. Donc,
et tu lâches la rampe. Voilà, tu laisses faire. Finalement, quand je t'écoute, un peu la clé de cette organisation et de ce succès, c'est de savoir prendre du recul, en fait. Ah mais complètement. Un dirigeant d'entreprise aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui qu'hier même, je te dirais, il a besoin de prendre de la hauteur et d'observer. On en revient toujours à ce bon sens finalement qui est, on observe. On observe, tu vois bien, quand j'ai monté le Rochefort en Charente-Maritime et que j'ai vu en très peu de temps que j'allais droit dans le mur, et si j'étais bête, j'aurais été dans le mur. T'aurais continué et t'aurais été dans le mur. Donc là, très rapidement, malgré 2 ans de travail où j'ai mis en place certaines choses, machin, en 3 mois de temps, j'ai vu que j'allais dans le mur, j'ai arrêté. Voilà. Donc j'ai cassé 2 ans de travail en 3 mois en voyant que j'allais droit dans le mur. Et je l'ai fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, ça m'a coûté, mais je suis toujours là. Voilà. Et au niveau de ces 4 structures, est-ce qu'il y en a une où tu as un peu une anecdote particulière à nous raconter? Alors, naturellement, quand je regarde Black Sheep et la broderie du Mouton Noir, j'en ai une qui me vient assez facilement en tête. C'est vrai que tu as une entreprise de location de vannes qui s'appelle Oui. Black Sheep et tu fais une entreprise de café qui fait Mouton Noir. Oui, alors c'est pareil, c'est parti d'un rêve, ça encore. Tu vois, il y a 5 ans, quand j'ai monté Black Sheep, T'as rêvé de faire du café? alors c'est un peu, tu verras, c'est un peu plus... mais non, quand j'ai monté Black Sheep, en fait, c'était donc au Covid, hein, tout le monde était enfermé chez soi. Et ce business plan de la location de vannes de camping-car, parce que je suis camping-cariste, hein, tu vois, encore un truc que mes parents nous ont inculqué avec ma soeur, on a fait le tour de l'Europe en camping-car. C'est pas venu de nulle part non plus les vannes, hein, mais on a fait le tour de l'Europe quand on était gamin. Mais je l'avais fait ce business plan il y a quelques années, puis je l'avais laissé dans un coin. Le Covid a fait que, du coup, l'envie de partir. J'ai ressorti le business plan que j'avais fait, je l'ai fini. Et en sortant, j'ai lancé Black Sheep. Sauf que c'est parti d'un rêve, effectivement, où en fait l'idée était vraiment de discuter de voyage avec un outil, le van en l'occurrence, mais c'était surtout de discuter de quelque chose d'agréable, de voyage autour de quelque chose de convivial. Tu vois, je l'avais imaginé, je l'avais rêvé comme ça. Alors je ne savais pas que ce serait le café, mais tu vois, je m'imaginais, je l'avais déjà imaginé dans ma tête, hein, vraiment, c'était, on discutait au comptoir, tu vois, on discutait des voyages, chacun en fait proposait des idées de voyage, ce genre de choses, et puis on discutait en buvant un coup, mangeant un bout de machin, mais je savais pas que ce serait le café. Mais tu vois, l'idée était vraiment de discuter de voyage, l'outil, le van, et puis le café, naturellement, en fait, c'est venu au fur et à mesure. Et puis forcément, après, quand on a lancé Black Sheep en 2021, donc dans nos vannes, si tu veux, tu as tous les ustensiles qu'il faut pour partir en voyage, donc de quoi manger, de quoi cuisiner et de quoi faire le café. Voilà, on a une petite cafetière piston, si tu veux, donc on proposait tout ça, et je mettais pas le café dedans, quoi. Donc, et puis moi, je suis un amateur de café, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais non, il faut que j'aille au bout des choses, et que je propose le café qui va bien, et donc le goût du voyage, j'ai dit, allez, c'est parti. Et de là, tu as fait une entreprise qui fait du café. Et je suis devenu torréfacteur. J'ai même été plus loin que ça, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui on sélectionne notre café, on le torréfie nous-mêmes, et je vais te dire, en plus, je prends énormément de plaisir à faire ça, parce que j'aime bien discuter, on aime bien discuter. Vrai, dans notre monde du bâtiment, c'est plus compliqué, on peut pas prendre le temps en fait. Et c'est ce que je fais le week-end, tu vois, quand je torréfie, que je suis en boutique et que j'ai des gens qui poussent la porte de la broderie, en fait, je pose mon téléphone et puis je discute tout simplement avec les gens, et on discute de voyage, et on discute de goût, on discute de choses simples, quoi. Donc ça, c'est top, et ça me plaît énormément, et je prends beaucoup de plaisir à faire ça, et ça me détend. Alors justement, c'est intéressant ce que tu me dis, le week-end, quand même toute la semaine tu gères CFC, Alpha Échafaudage en même temps, t'as la location de van, et le week-end t'es dans la boutique. Comment ça se passe un petit peu au niveau familial, parce que t'es quand même marié, père de 2 enfants, Oui. si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Eh ben, écoute, comme je suis un peu maso, j'ai embarqué ma femme avec moi. Aurélie est associée avec moi Et dans la t'associer broderie, sur la dans la broderie, broderie. d'accord. Parce que tu vois, avec le temps, je vais pas parler d'Aurélie, mais Aurélie est quelqu'un de très important pour moi depuis 20 ans. On est ensemble depuis quasi 20 ans aussi. Elle a tout connu. Elle m'a connu salarié, donc quand j'ai commencé chez Léonard, et elle a suivi tout le cursus. Vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés, c'était à l'époque, c'était sur internet. On s'est rencontrés, c'était les débuts, souviens-toi, de Mythique à l'époque. Ah génial, tu l'as rencontré par Mythique? Ah, on s'est rencontrés comme ça, ouais. Et alors, pour la petite anecdote, j'en ai rencontré qu'une. Je l'ai fait une fois, mais c'était Aurélie. Voilà. Écoute, si Marc Simoncini nous écoute, on pourra dire que Mythique a fonctionné Oui, pour là toi. pour le coup, ça a fonctionné, mais non, tout bêtement sur internet. Et voilà, donc on s'est pas quitté depuis, on a tout vécu ensemble. Elle était originaire d'Angoulême? Elle est de Jarnac, elle. De Jarnac. Ouais.
Et donc elle m'a suivi tout au long de ce parcours et donc effectivement, sans elle aujourd'hui, jamais j'aurais réussi de toute façon à faire ça parce qu'elle c'est quand même, s'il y a une personne qui est importante dans ma vie, c'est quand même elle. Parce que c'est quand même la stabilité dans ma façon de vivre, et personnelle et professionnelle. Je pourrais pas faire ce que j'ai fait, sans son appui, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est, Aurélie, de ce point de vue-là, elle est importante pour moi et donc dans toutes les structures que j'ai pu avoir ces 15 dernières années, finalement, j'avais aussi envie et elle aussi, qu'on fasse quelque chose ensemble, voilà. Donc ce serait un autre défi, hein. Travailler en couple, c'est quelque C'est ce que chose je voulais de dire, ouais. parce que travailler avec ma sœur, tu vois, ça fonctionne parce qu'on peut se dire les choses. Bon, tu te doutes bien que quand tu es en couple, en famille, enfin avec ta compagne, Différent. bah, tu fais attention quand même à ce que tu dis parce que Du coup, Aurélie, aujourd'hui, elle est à 100 sur, la brûlerie? alors Aurélie, elle a changé aussi, enfin, elle était salariée aussi, elle a été salariée pendant un peu plus de 15 ans, elle est dessinatrice projeteuse elle et du coup là, elle s'est lancée aussi, toute seule en freelance. Voilà. D'accord. Elle a monté sa structure, donc elle est dessinatrice projeteuse, à son compte. Donc elle est à son compte en freelance Ouais. et le week-end, Et la brûlerie. bah, le week-end et la semaine, hein, c'est-à-dire que quand on a du temps, elle est aussi avec moi à la torréfaction, à torréfier du café. Voilà, on a trouvé cet équilibre-là, donc elle travaille aussi pas mal. En ce moment là, c'est assez raide. Mais ma foi, écoute, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Donc en fait, ça fait partie de ce que l'on est. C'est un peu dans votre ADN, quoi. Ouais, tu vois, on n'arrive pas, voilà, vautrer dans le canapé, on sait pas faire, quoi. Voilà, donc nos filles, effectivement, on les voit pas beaucoup, mais pareil, c'est-à-dire que si je remonte, mes parents, si tu veux, ça a été exactement la même chose. On n'a jamais connu nos parents vautrer dans le canapé. Ils ont toujours fait ce qu'ils aimaient faire, donc l'entrepreneuriat, ils ont toujours travaillé. Nous, on a connu nos parents comme ça, tu vois, on ne fait que répéter encore une fois. Donc moi, si tu veux, voilà, de ce point de vue-là, je j'ai pas de regret, sur le fait de ne pas passer plus de temps avec mes enfants. C'est-à-dire que quand on passe du temps ensemble, ça se passe très bien et on est très heureux tous ensemble et on a trouvé notre équilibre de ce point de vue-là. Donc oui, on pourrait passer plus de temps ensemble, mais en même temps, nous, on s'épanouit dans notre vie professionnelle. Après, est-ce que tu as l'impression, c'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser souvent, on parle de sacrifice, tout ça. Est-ce que tu as l'impression que tes filles te le reprochent? Non, aujourd'hui? non, non, elle ne le reproche pas. Et souvent, quand tu creuses un petit peu, les enfants ne reprochent rien. Parce qu'en fait, c'est naturel. Eux, ils ne connaissent rien d'autre. Il ne faut que grandir et donc ils observent de la même manière. Non, mais c'est vrai que c'est un peu, aujourd'hui, tu as un peu cette tendance, j'ai envie de dire d'actualité à dire: «Voilà, faut être présente pour les enfants», mais c'est vrai que des fois, on peut se poser aussi la question: «Est-ce que les enfants le reprochent?» Est-ce que les enfants nous diraient, «Tu pas assez là?» C'est pas forcément le cas. Mais ça pourrait, mais moi en tout cas, j'ai jamais reproché à mes parents de ne pas avoir été plus présent que ça. J'ai vécu avec ça. Je pense qu'eux se sont épanouis dans leur façon de faire. Moi aujourd'hui, je m'épanouis dans ma façon de faire. Je pense que mes enfants s'épanouiront également dans leur façon de faire avec l'expérience qu'ils auront eue. On peut se poser la question, du coup, ton père naturellement avait eu cette vision un petit peu de reprise de la société familiale. Toi, tu vois ça comment par rapport à tes filles? Tu penses qu'il y aura quelque chose par rapport à ça? Alors franchement, au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de répondre à ta question. Tu vois bien, aujourd'hui, enfin moi quand j'ai commencé, il y a 15 ans, heu, le rôle d'un chef d'entreprise, c'était d'avoir une vision quand même à moyen terme, voire à long terme, de savoir un petit peu où tu allais emmener ton entreprise. Aujourd'hui, c'est compliqué, tu le vois bien, les actualités aujourd'hui, chaque semaine on a une nouveauté quoi. Donc moi aujourd'hui l'entreprise CFC se porte bien, on est sur quelque chose de porteur, l'entreprise est structurée, voilà j'ai réussi à en faire quelque chose qui fonctionne bien. Maintenant te dire là on est en 2025, te dire en 2026-2027, comment les choses vont évoluer, j'en suis incapable. Donc encore une fois, c'est le temps présent, voilà, je me cantonne à ce que je suis comme saint Thomas, tu veux une citation, je t'en donne une autre. Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois et au jour d'aujourd'hui, force est de constater que, visualiser, voir les choses, ça se passe, quand tu ouvres la porte, le matin, quoi. C'est vrai que tout à l'heure, tu l'as très bien dit, il y avait, comment on travaillait il y a 20 ans, il y a comment on travaille aujourd'hui et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'est quand même devenu difficile d'anticiper. Je crois que c'est vraiment là qu'est la difficulté de l'entrepreneur aujourd'hui et tu confirmeras ou infirmeras ce que je dis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus dire, «Non mais voilà, dans 3 ans, j'en serai là, dans 6 ans, j'en serai là, dans 9 ans, j'en serai là». Aujourd'hui, c'est déjà demain. Et c'est pour ça après, tu parles de l'entrepreneuriat en règle générale, c'est vrai qu'aujourd'hui je perds pas de temps. Tu vois, si je veux faire quelque chose, si je crois à une boîte, un truc, un projet, je le fais.
tu vois? Je vais pas me poser la question pendant 8 ans, pour savoir, ouais, non, c'est pas le bon moment. Non, si j'y crois, si je veux le faire, je le fais. Voilà. J'ai la chance, écoute, je touche du bois, tout ce que j'ai pu monter, a fonctionné, malgré tu vois, le Rochefort ou autre, c'est un échec sans être un échec, mais Ça a plus été une leçon qu'un échec quand on t'écoute. ça a été, bien sûr, ça a été une leçon et ça a été de l'expérience, mais nécessaire. Tu vois? Vraiment aujourd'hui, je suis très content de l'avoir vécu, mais c'est un échec sans l'être, c'est-à-dire que c'était nécessaire pour, me permettre de grandir et de passer à autre chose, voilà. Donc mais voilà, sur toutes les structures qu'on a pu monter et aujourd'hui, tout se passe bien, toutes les boîtes, sont en bonne santé, tout va bien dans le meilleur des mondes, donc voilà, je vais pas plus loin que ça. J'ai envie de le faire, je le fais, j'essaie d'y passer le temps qu'il faut et j'essaie de déléguer surtout aux bonnes personnes. Tu vois, Alpha Échafaudage aujourd'hui, en plus tu vois, on revient dans le monde familial, c'est-à-dire que Alpha Échafaudage, c'est un business plan que j'avais fait il y a bien longtemps aussi. Sauf que je l'ai pas fait parce que j'avais pas la bonne personne pour le lancer et moi clairement j'avais pas le temps. Entre CFC, j'avais pas le temps. Bruno Quément qui est mon beau-frère, donc qui est le compagnon de Sophie, est arrivé, lui, il y a 3 ans maintenant, et ça a été la bonne personne et ça a été le déclic qui m'a fait: «Tiens», en plus il était retraité de l'armée, il cherchait quelque chose à faire, il avait des idées et puis je lui ai dit: «Bah, écoute, moi j'ai cette idée-là depuis un petit moment», je lui en ai parlé, ça l'a botté, ça s'est fait, voilà. Est-ce que, tu me dis c'est ton beau-frère, est-ce qu'il y a pas un peu une crainte aussi? Imaginons ça se passe mal entre lui et Sophie, enfin, tu t'es déjà posé cette question? Franchement non. Franchement non, parce qu'à un moment donné, assez rapidement quand même, on a compris qu'on était sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un d'honnête, hein, les gens honnêtes, ça se voit quand même à un moment donné. Maintenant il y a pas de vérité, hein, effectivement ça pourrait, très mal se passer. J'ai d'autres, j'ai eu des coups de poignard aussi, hein, faut pas se leurrer. Mais là en l'occurrence ça a été assez fluide, ça s'est bien fait, puis on l'a pas fait n'importe comment non plus. Voilà, les choses se sont fait naturellement, encore une fois. Donc maintenant, voilà, l'entreprise Alpha existe, il a pris le lead. Limite aujourd'hui, voilà, il a pas besoin de moi, il a plus besoin de moi. Donc c'est quelque chose, voilà, où les choses vont évoluer pour Alpha dans l'avenir. Mais moi, j'aurais pu, tant que si j'ai plus de valeur ajoutée à faire, eh ben, je me retirerai, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on a fait, le tour sur l'entrepreneuriat, la famille, la reprise, tout ça. Bon, il manque quand même une petite partie de ta vie que tu connais, qui est le sport quand même. Ouais. Aujourd'hui, on peut le dire, tu es quand même très sportif. Ah bah oui, j'en ai besoin. Combien de temps tu t'entraînes en moyenne par semaine? Bah ça dépend, hein, tu sais bien ce que c'est, la préparation, ça va dépendre de ce qu'on prépare et de la période. Mais ouais, sur les périodes, bah, là on va arriver au printemps, dès qu'il va falloir vraiment y aller, fort pour arriver à affûter aux différentes courses. Donc bah, c'est tous les jours. En plus dans le triathlon, j'ai choisi le sport où Ah, c'est le sport le plus chronophage, t'as pris là? plus exigeant, donc effectivement, ça prend du temps. Du coup, naturellement, alors déjà, gérer plusieurs sociétés, on sait que c'est chronophage. Tu fais du triathlon, le sport le plus chronophage que je connaisse. Comment tu arrives à gérer un peu ton temps pour le sport? Comment tu fais pour concilier cette vie d'entrepreneur et en même temps arriver à trouver du temps pour faire du sport? Alors après c'est de l'organisation, vraiment c'est de l'organisation. On parlait d'Aurélie, ma compagne qui m'aide au quotidien, du coup qui fait que j'ai la possibilité de me de me bah, de me faire plaisir sur le sport, sur le fait de créer des entreprises ou autres, de pouvoir prendre de la hauteur. Donc c'est de l'organisation et aujourd'hui le sport je l'ai intégré à mon planning, C'est-à-dire que moi concrètement, discuter c'est que, j'embauche tôt le matin, c'est-à-dire qu'à 6h30, voilà, bureau quoi, pour le lancement des gars à CFC. Mais moi ma journée voilà, ça va se passer de 6h30, ouais jusqu'à 20h quoi. Mais par contre et ça je le fais, 6 jours sur 7 pour ne pas dire 7, tu vois? Mais tous les jours je fais ça donc j'aime bien travailler, après c'est comme ça que je suis. Mais par contre aujourd'hui dans mon agenda, bah, si tu viens je te montre mon agenda, j'ai coché des Là, j'ai 2 heures de vélo. beh, voilà, j'ai 2 heures de vélo, j'ai 1 heure de natation, j'ai 1 heure de course à pied tous les jours, voilà et tout ça c'est notifié. Donc c'est de l'organisation, pareil quand je dois passer d'une boîte à l'autre et bah, écoute, c'est marqué, bah, Black Sheep, c'est le mardi matin, voilà, tac. Donc c'est vraiment donc il y a pas beaucoup de place dans l'agenda, mais par contre c'est quelque chose qui se programme véritablement,
sur plusieurs semaines. Et même, je te dirais, donc, pour revenir sur le sport, c'est-à-dire qu'en début d'année, je me fais une petite listing du programme sportif de l'année. Moi, je fais ça aussi, tu sais, je fais pas forcément de programme, mais c'est vrai que chaque début d'année, je fais mon planning de course où je vais m'inscrire. Je sais que voilà, telle date, j'ai le trail urbain qu'on a fait ce week-end, j'ai le GRP, et du coup, je sais comment je vais planifier mes entraînements par rapport à ces échéances. Donc oui, je comprends parfaitement. Tu obligé de faire comme ça, en plus, le triathlon, effectivement, il y a plusieurs sports en plus et c'est encore plus, mais en fait, que ce soit le sport, que ce soit, de l'activité professionnelle ou autre, moi je travaille de cette manière-là et on est d'accord, c'est-à-dire que si tu l'écris pas, tu fais pas. Tu fais pas. Voilà, donc à un moment donné, moi je me pose pas la question tous les matins ce que je vais faire, ça c'est clair, tout est écrit, tout est figé, les réunions, tout est calé. Je me laisse, le dimanche quand même, je me laisse, libre cours à mon imagination et à mon envie du moment. Parce qu'à un moment donné, tu es pas un robot et puis qu'il y a aussi les enfants et qu'il y a aussi, faut laisser, de la place à l'envie du moment, quoi. Donc ça, le dimanche sert à ça, mais par contre, voilà, tout au long de la semaine, entre le sport, les activités pro, voilà, je suis obligé, de faire de cette manière-là, sinon on n'y arrive pas, quoi. Tu disais tout à l'heure, pour toi, le sport, c'est un besoin. Pourquoi? Ah beh, écoute, depuis l'âge de 5 ans, depuis aussi loin que je me souvienne, depuis l'âge de 5 ans, je fais du sport toutes les semaines, quoi. Je me souviens pas d'une semaine, sans déconner, où j'ai pas fait de sport, sauf quand j'étais blessé, quoi. Mais j'ai toujours fait du sport et parce que c'est quelque chose qui est nécessaire, hein, donc pour son bien-être. Mais après on parlait aussi, moi c'est, dans la course à pied ou, dans le sport en règle générale, je réfléchis beaucoup. Parce que c'est un des seuls moments, où du coup, je ne fais jamais de sport avec mon téléphone, par exemple. Ouais. Je le laisse à la maison, donc je suis tranquille et quand tu es tranquille, du coup, tu laisses de la place pour, finalement, ce que tu es à l'intérieur et donc les questions que tu te poses, du coup, là, ton cerveau, il se les pose à lui-même et puis, on essaye de faire un bout de cheminement et on y arrive. Je comprends parfaitement ce que tu dis parce que j'ai un peu ça, moi, quand je fais du vélo. Alors, moins la course à pied maintenant parce que j'ai pris l'habitude d'écouter des podcasts pendant que je cours. Donc, du coup, forcément, j'ai moins l'esprit qui divague. Mais en vélo, tu connais ça par peut-être aussi appréhension de la route, parce qu'on est quand même obligé d'être attentif à ce qui nous entoure. Et c'est vrai que moi, pareil, quand je roule, j'ai tendance justement à laisser mon esprit vagabonder. Et j'ai eu des très bonnes idées. D'ailleurs, l'idée de ce podcast qu'on vit aujourd'hui est née d'une séance de course en vélo. On est tous un peu pareils, c'est-à-dire que nous, on rêve d'une chose et puis voilà, pour le concrétiser derrière. Mais voilà, moi j'ai beaucoup de réponses à mes questions quand je fais du sport. Donc ça aussi c'est intéressant, donc je veux dire que c'est carton plein, quoi, hein. C'est-à-dire que Et en plus, alors dans le sport, c'est vrai que c'est quand même quelque chose où on se pousse toujours un peu vers l'avant, on est toujours en train de chercher le plus plus. Pour toi, il y a une relation un peu entre cet esprit entrepreneur et le sport? oui. Bah oui, parce que les objectifs, voilà, les objectifs, ça fait partie de la vie du sportif, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Et moi, je suis comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, toujours plus. J'ai l'impression d'entendre mes sœurs, toujours plus, toujours plus. Mais ouais, j'ai besoin de ça, c'est-à-dire qu'après, je me définis un objectif. Là, tu vois, on vient de sortir avec deux copains que tu connais bien, avec Max Rideau et David Autier. On a fait le Mont Blanc Oui, c'est vrai, cet je me été. rappelle, ouais. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Kilimanjaro, voilà. Donc c'est un projet qu'on a ensemble. Et en fait, on a besoin de ça. Ça nous fait avancer. Et encore une fois, c'est défini dans le temps. C'est-à-dire que l'année prochaine, on prévoit de faire, ou dans 2 ans, on prévoit de faire le Kilimanjaro. Et donc, le sport, c'est comme ça. C'est la définition d'objectifs. Et t'as pas le choix dans l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand tu veux monter, créer une société, reprendre une société, voilà, le jour 1 est celui-ci, où je serai le jour 30, le jour 100, le jour 200. Et voilà, on avance comme ça au fur et à mesure. Et puis, à partir du moment où tu arrives à tes objectifs, que tu arrives à tes fins, paf, le truc il est coché et on avance. Parce qu'une entreprise, ça a besoin de grandir en permanence. Une entreprise qui n'évolue pas, qui n'a pas de projet, c'est une entreprise qui stagne et qui donc va disparaître. Justement, alors ça me fait, on a parlé du passé, on a parlé du présent, on a parlé de toi. On va pousser un peu sur l'avenir, c'est intéressant ce que tu dis. Toi, tout à l'heure, tu m'as dit CFC, aujourd'hui, je l'ai emmené à son summum. Bien, tu te vois où dans 10 ans alors? Si aujourd'hui, tu me dis, ma boîte, elle est à son paroxysme, et on vient de le dire, on est toujours en train de chercher plus, c'est dans 10 ans, CFC, toi, c'en est où? Alors, on en revient sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que dans 10 ans, je suis incapable de te dire où en sera CFC, ça c'est sûr. Par contre, tu vois, donc, Black Sheep, La Broderie notamment. La Broderie, c'est une boîte que j'ai montée il y a 1 an et demi. Et donc, le but, c'est de
On a commencé petit, clairement la première année on a fait 2 fois plus que ce qu'on imaginait. Là on est sur un rythme à 2 fois plus que la première année, enfin tu vois? Donc on sent bien que ça fonctionne, Il y a une effervescence, ouais. qu'il y a un engouement, que ce qu'on fait, on le fait plutôt bien, que les gens qui poussent la porte, si tu veux, reviennent et qu'on a des nouveaux clients tous les jours. Donc voilà, ce volume-là, ce chiffre, il évolue. Donc c'est quelque chose, voilà, là je suis parti d'une feuille blanche et dans la brûlerie, je vais même mettre à profit, si tu veux, je suis en train de mettre à profit toute l'expérience que j'ai pu acquérir pendant 20 ans. Donc je sais comment faut faire. C'est cet avantage que je peux avoir aujourd'hui, si tu veux. Je sais par quelle boule prendre, je sais comment faut faire, doucement mais sûrement, pour arriver à mes fins. Donc mon objectif là tout de suite à 2 ans, à 3 ans, je te dirais que c'est de faire évoluer la brûlerie pour que ce soit une vraie entreprise. Aujourd'hui, tu vois, j'ai lancé ça pour... on travaille, hein, mais je veux dire, c'est une petite activité. Mais c'est en train de, voilà, c'est en train de prendre de l'ampleur et je sais où je veux l'emmener. J'ai la petite idée parce que je l'ai rêvé, encore une fois. Donc je sais où je veux l'emmener et j'ai cette expérience pour savoir comment m'y prendre. Donc je te dirais que déjà pour la brûlerie, et je vais me concentrer là-dessus là, dans les mois à venir, c'est de faire évoluer cette activité parce que ça me plaît, parce qu'il y a de la demande, voilà tout simplement. Parce qu'après, il ne faut pas oublier l'économique. Je suis chef d'entreprise aussi, donc cette partie rentabilité aussi, c'est quelque chose qui me parle. Donc je vais faire évoluer et le côté économique, rentabilité, et puis le côté voilà, volume et plaisir de faire grandir une idée qui est partie de zéro, quoi. Voilà. Tu vois, donc la brûlerie, oui, c'est plutôt mon terrain de jeu aujourd'hui. Black Sheep, ça fait 5 ans, donc on a fait évoluer, pendant 4 ans, on a été à Angoulême. On a ouvert l'an dernier l'agence de Limoges, qui a extrêmement bien marché. Donc là, on va doubler le nombre de véhicules encore à Limoges. Donc voilà, ça prend de l'ampleur. Et encore, on va donc du volume supplémentaire, des camions supplémentaires. Après, j'ai encore la possibilité de faire évoluer Black Sheep dans le Périgord, avec Périgueux, avec Saintes aussi, qu'on avait acheté quand on a pris la Oui, tu avais chose pris de des marque. licences On et avait tu as pris acheté des on avait zones. pris des villes en fait. Et donc il y a encore des possibilités d'évolution avec Black Sheep. Donc ma foi, on verra parce que ça prend du temps quand même, Black Sheep, hein, donc j'ai un associé aussi, Jean-Christophe Boncourt, que j'embrasse, qui est avec moi dans cette activité. Il y a Romain, que tu connais aussi, qui est notre salarié de Black Sheep, mais que du coup Que j'ai rencontré, que ouais. tu as rencontré 20 ans, super gamin, et du coup tellement bon que je l'ai associé aussi avec moi et avec Aurélie à la brûlerie, parce que voilà, pour le faire grandir et parce que voilà, on s'apprécie. Donc ça, c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Donc il y a encore des possibilités d'évolution, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, je mets plus la pression. Notre objectif premier avec Sophie, c'était de finir de payer CFC. Ce qui est le cas, on a réussi. Sur 8 ans et dur labeur, on a racheté l'entreprise familiale qu'on a fini par payer. Donc aujourd'hui, elle est à nous et on le finit de la plus belle des manières parce l'entreprise se porte très bien aujourd'hui. On est très content de là où on l'a emmené. Parce qu'on le disait tout à l'heure, on a racheté une entreprise où il y avait une quinzaine de salariés. Aujourd'hui, c'est 40 salariés. Le chiffre d'affaires est le plus gros qu'on ait fait depuis la création. Et la rentabilité est très bien, enfin tout va bien. Donc voilà, CFC, on en est là aujourd'hui. Donc dans 10 ans, j'en sais rien. En 2025, fin 2025, je sais. 2026, j'ai la petite idée aussi quand même. Mais voilà, c'est difficile de se projeter plus loin dans le bâtiment en plus, notamment. Ouais, c'est le secteur peut-être aussi un petit peu qui... Bon, c'est pas le secteur, parce que je te dis, c'est plutôt l'ambiance générale, c'est le contexte social, sociétal, même géopolitique Mais maintenant, c'est vrai que hein. là, c'est difficile de savoir où on va. Je crois que quelle que soit l'activité, quelle que soit... Alors bon, on voit quand même qu'il y a des secteurs d'activité où c'est un peu plus dur, comme le bâtiment quand même, hein, on en entend parler. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire aujourd'hui, dans 3-4 ans, on C'est sera où difficile. Maintenant, un truc qui m'est propre, c'est-à-dire que c'est ce côté positif. À un moment donné, oui, c'est un contexte particulier, c'est un contexte qu'on n'a pas forcément connu. Pour autant, ça va bien se passer. Je veux dire, à un moment donné, nos enfants aujourd'hui, on se pose toujours la question, mais qu'est-ce que nos enfants vont devenir, ce genre de choses? Nos enfants, ils se débrouilleront. Mais ça c'est très vrai. Il y a pas très longtemps, je lisais un bouquin où la personne disait, nos aïeux disaient toujours: «C'était mieux avant», Oui, tu sais? Et il répond à ça d'une manière que j'ai trouvée, assez exceptionnelle, en disant en même temps: «Oui, c'était mieux avant, mais on dira tout le temps ça. Donc en ce moment, c'est mieux que demain». oui. Et puis ceux qui disent ça, en général, c'est simplement qu'ils vieillissent et qu'ils ont de plus en plus mal au dos quand ils se lèvent, hein, c'est tout, hein. Mais effectivement, moi aussi, je suis nostalgique de ma jeunesse, des années 90 où on se posait pas la question de boire du Coca-Cola au McDo, tu vois?
Mais les choses ont évolué et Il donc y a 2-3 trucs qui ont évolué et les lendemains étaient beaucoup plus faciles. voilà, c'était plus simple, on parlait pas d'inflation, enfin on parlait de choses un peu différentes. Je me souviens de mon père à chaque fois ouais c'était pas de l'inflation, pas de l'évolution, les salaires, dans les années 80 si tu veux, c'était 10 par an, même 13 par an, enfin je veux dire tout évoluait, tout augmentait, mais les salaires augmentaient avec. C'était une autre époque, voilà, c'était une autre époque. Mais bon voilà, faut pas être, nostalgique je pense, faut jamais l'être. Il y a des choses positives, aujourd'hui, il y aura des choses positives demain. Faut juste qu'on s'adapte. Exactement, il faut s'adapter, il y aura toujours des opportunités, ça c'est une certitude. On approche de la fin, mais j'ai toujours une petite question que j'aime bien poser aux entrepreneurs qu'on reçoit. Si demain, un jeune entrepreneur arrivait et te demandait conseil, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? En une petite phrase pour, voilà, «Bonjour Antoine, voilà, j'ai envie de me lancer». De toute façon, il y a pas 36 solutions. Un entrepreneur, il passera par des phases, positives, négatives, il passera par plein de choses et c'est nécessaire et il faut. Donc dans tous les cas, la vie de l'entrepreneur, tu sais bien, c'est pas le monde des bisounours. Donc il y aura des moments difficiles. Je crois qu'il y a une seule chose véritablement qui fait que ça fonctionne. Un entrepreneur, il travaille. Il travaille, il y a cette notion de travail, tout ne tombe pas cuit. À un moment donné, c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans un truc où on a l'impression que tout est simple, les influenceurs, ce genre de choses. Bon, pour autant, il y a du travail derrière quand même. On se pose pas mais donc il y a un vrai travail, il y a un travail de fond, c'est-à-dire qu'il faut rêver les choses. Un entrepreneur, il doit rêver les choses, je pense, et à partir du moment où on a une idée, c'est de la creuser véritablement et donc de travailler pour essayer d'aller au fond des choses, pour savoir de quoi on va parler. Et à un moment donné, effectivement, il y a une décision à prendre. Donc, et souvent, les belles choses, voilà, ça part d'un truc, d'une idée qui, sur le papier, était, on va dans le mur, c'est sûr que ça marche pas ton truc. Combien de fois on m'a dit, mais n'importe quoi. Et pour autant, j'y ai été. Tu vois, la brûlerie, quand j'ai voulu parler de la brûlerie, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Enfin voilà. Et pour autant, j'y ai été. Parce que j'avais envie de le faire. Et que je me suis donné les moyens. Que j'ai bien travaillé le sujet. J'ai fait des formations de torréfacteur. Je veux dire, voilà. Oui, bien sûr. J'ai pris le temps de faire ce que j'avais envie de faire. Et donc après, je l'ai creusé, je l'ai bossé. Je me suis entouré des bonnes personnes. Donc il n'y a pas de vérité. On peut se casser la gueule. On peut réussir. Se casser la gueule, c'est pas grave. C'est de l'expérience. Donc, mais c'est nécessaire, encore une fois. Et non, si un conseil véritablement, je dirais que c'est de faire confiance à un moment donné aux gens aussi. On parlait de la stratégie des points forts. Moi, je crois à ça dur comme fer. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous bons dans tout. Clairement, c'est pas possible. Par contre, à plusieurs, voilà, ce côté humaniste, ce côté je fais confiance aux êtres humains, aux gens à qui je peux confier une tâche, c'est important, ça doit rester. Hein. On est dans un monde quand même où tout le monde fait attention à tout, on reste très enfermé sur soi-même. Voilà, on ne veut pas forcément se livrer, je trouve. Hein. On est dans un contexte un petit peu morose et c'est peut-être ça qui fait que. Mais un entrepreneur, il doit faire confiance à un moment donné. Il doit déléguer. Hein. Déléguer, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas faire les choses seul. Donc il faut déléguer, faire confiance, travailler et ma foi, voilà. Après, faire confiance aussi à sa bonne étoile. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, il n'y a pas non plus. Je crois qu'il y a un peu de chance dans l'entrepreneuriat. Il y a toujours une part de chance. Oui, il y a une part de chance quand même et puis dans la vie en règle générale. Voilà, il y a des rencontres qui se font, par exemple, C'est vrai. voilà, des rencontres, tu l'avais pas prévues, quoi. Et tu ne peux pas le prévoir, c'est pas possible. Mais par contre, tu as été à cet endroit-là, à ce moment-là, avec un copain qui t'a invité aussi à machin, et paf, t'es tombé sur la personne t'avais une idée en tête, putain, lui, il l'a fait, ou lui, il a quelque chose à t'apporter, il va te faire rencontrer telle personne qui va te permettre de faire ta première vente, tu vois. Donc en fait, il y a pas pareil, il y a pas de vérité, mais encore une fois, il faut faire confiance. À un moment donné, il faut se livrer, il faut se laisser aussi, faut se laisser aller, quoi, à un moment donné. Et la chance, il y en a. Ça fait pas tout, hein, donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le travail, parce que le travail, c'est important. Et il y a un vrai travail de fond qui doit être fait pour que ça fonctionne. Voilà. Antoine, merci pour cet échange inspirant. C'était vraiment une interview enrichissante, vraiment. Je te remercie. Avant de se quitter, j'aime bien poser cette dernière question et du coup, je te laisserai le mot de la fin.
Si tu pouvais inviter quelqu'un de ton choix, qui tu veux, à dîner un soir justement, tu me dis c'est des rencontres, voilà, tout ça, et bien là je te laisse le choix, tu peux faire venir qui tu veux chez toi et pourquoi? Je te laisse, nous raconter ça. Alors ça, c'est pas facile, hein, tes questions, ouais. J'aurais bien, aimé passer, un petit moment avec Aznavour, heu, parce que la vie aussi est intéressante, hein, de ce monsieur-là. Hem Voilà, il a commencé, enfin, il a une vie, pas si simple que ça, dans une époque pas si simple que ça. Il est arrivé à faire des choses, alors qu'on l'attendait absolument pas. C'était très difficile pour lui, hein, quand tu suis un peu, enfin, que tu te renseignes un petit peu sur ce qu'il a pu, comment il a évolué. Mais, bon, il était pas fait pour ce métier, quoi. Clairement, voilà, c'était le petit nabo, enfin, il a été traité, de moins que rien, dans un monde qui était préétabli, hein, tu vois? Les artistes de l'époque étaient bien cadrés et on attendait certaines choses d'un artiste et lui, il est arrivé comme, voilà, comme, avec ce qu'il était, mais il on l'attendait pas et pour autant il a fait son petit bonhomme de chemin et puis tu vois, il est au niveau longévité, tu vois, jusqu'à l'âge où il est arrivé, enfin, il a fait une très belle carrière. Alors c'est pas pour, voilà, c'est un grand homme sans lettres, voilà, tout le monde le connaît, il a une vie d'artiste, super. Mais, voilà, ce monsieur-là, j'aurais bien aimé passer du temps parce que c'était quelqu'un de simple, quelqu'un qui est un travailleur, hein, vraiment, qui a eu une vie, pas évidente, à la base. Donc, ma foi, voilà, je dirais que là, comme ça, tu me prends à chaud, donc je ne sais à froid, Mais donc écoute, je ne sais pas et je te l'ai dit au je départ, ne m'attendais pas du tout à cette réponse, mais bah, merci à toi. j'ai un regret, c'est de pas l'avoir vu, de son vivant, sur scène, c'est un moment que j'aurais bien voulu, partager, voilà, ou vivre. Antoine, merci. Bah, écoute, merci bien, merci de votre accueil et j'en profite, alors si je peux me permettre, donc on parlait de triathlon aussi, mais je fais un coucou et un bisou à William Boucard aussi, président de la JSA Triathlon. On organise l'aquathlon, les championnats de France, une manche de championnat de France aquathlon, au mois de juillet, le 5 juillet à Angoulême. Je veux dire, un bel événement et puis un événement national, donc il y aura On beaucoup va d'athlètes. laisser ça sur le podcast justement, c'est top, et on mettra le lien en plus, Ouais. pour ceux qui veulent s'inscrire. C'est gentil. Alors, tu pourras t'inscrire pas à l'aquathlon parce que c'est une manche de championnat de France ou alors faut À aller, minima, venir le voir. mais tu peux venir le voir, voilà, et puis il y aura des choses sympas, ouais. Génial. Merci. Eh bien, merci bien, merci.